You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec le virus de ma vie, Marie-Théline. Je sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Mal. Merci. Mais non, tu sais que je t'aime bien. Ces derniers temps, les séries catastrophes ont envahi nos écrans. Il y a eu Tchernobyl, La Guerre des Mondes, Years and Years, L'Effondrement. Alors que le coronavirus sème la panique... Ah non, c'est dégueulasse. Et que le monde réel semble de plus en plus se rapprocher de ces scénarios catastrophes, on s'est demandé ce que les séries pouvaient nous apprendre sur la potentielle fin du monde. Mais avant d'aborder ce sujet particulièrement fun et joyeux, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est la série dont on a déjà parlé plusieurs fois, alors qu'elle n'est même pas sortie encore en France, ni aux États-Unis d'ailleurs. C'est la série The Plot Against America, la nouvelle série de David Simon, qui sort lundi prochain, le premier épisode sur OCS. C'est une adaptation du livre de Philip Roth. Et on a eu accès à tous les screeners, et je dois dire que c'est vraiment, vraiment génial, et c'est à la hauteur de toutes nos espérances. Donc on le recommande vivement. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est le retour d'une de mes séries préférées, Better Call Saul, sur Netflix. C'est un spin-off de Breaking Bad qui se focalise sur Saul Goodman. Et pour moi, c'est une des séries les plus intelligentes du moment. Bien plus intelligente que Breaking Bad. On va recevoir du courrier tu veux de gens vraiment, vénères. Tu cherches l'embrouille, toi. Ouais. Mais non, c'est très très bien. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une série qui attaque sa 5e saison. Ça fait plaisir parce qu'il y a de plus en plus de séries qui sont très courtes et vraiment d'épisode en épisode, je suis de plus en plus à fond. Donc je vous recommande vraiment de regarder Better Call Saul sur Netflix. Si vous êtes en quarantaine, c'est une série à regarder parce que ça fait 5 saisons. Exactement. Voilà, donc c'était pour la partie sympa de cette émission. Maintenant, place à l'apocalypse. En ce moment, c'est très à la mode, les séries catastrophes, puisque comme je le disais, en l'espace d'1 an, il y en a eu énormément. Mais il faut dire qu'en fait, c'est pas anodin. S'il y en a beaucoup, c'est quelque chose qui nous a toujours fasciné, le désastre. Oui, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'en règle générale, si tu regardes même les livres qui sont sur des désastres, enfin par exemple, si tout le monde parle de la peste en ce moment, pour des raisons assez évidentes. La peste, ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. La peste, c'est de Camus. Mais il y a un livre de Jack London qui s'appelle La peste écarlate, qui, lui, a été écrit pendant la Première Guerre mondiale, donc ou juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'est dans des périodes de crise, en règle générale, on aime bien, enfin, je sais pas pourquoi, mais on aime bien écrire sur la fin du monde et sur les épidémies et sur les catastrophes ou des choses comme ça, parce que ça fait une métaphore où on aime bien pousser le sujet à son extrême. Ça reflète ce qui nous fait peur actuellement. Oui, voilà, c'est un reflet des anxiétés contemporaines. Et là, on est dans une période de crise à l'heure actuelle, aussi bien politique qu'écologique et maintenant sanitaire. Et donc, on a de plus en plus de production dans ce thème, quoi. Ouais, et puis en fait, je pense qu'on a toujours eu une fascination pour les désastres parce que ça nous montre un peu le pire de ce qui pourrait nous arriver. Et c'est un peu comme un entraînement. Enfin, moi, je sais que c'est pour ça que j'aime bien les films d'horreur. C'est parce que je me dis, OK, là, je suis préparée à toutes les situations. Si quelqu'un me court après avec une tronçonneuse, je sais comment faire. Je vais faire comme Sally. Alors, comment tu fais ? Je cours. Je monte dans un pick-up et je le laisse danser tout seul au crépuscule avec sa tronçonneuse et pousser des cris de désespoir. Super. Voilà, c'est un super plan. Ouais. Non, mais voilà, en fait, je pense que les séries et les films catastrophes permettent un peu de se confronter à la mort et de se préparer au pire de manière très safe depuis notre canapé. C'est pour ça qu'on aime bien regarder, et notamment les séries de survie. C'est pour se dire, pour essayer de trouver des techniques un peu et de s'exposer à... Oui, puis on est de moins en moins exposé à la mort dans le quotidien. Donc, c'est une façon de s'y exposer de façon fictive, quoi. Alors, faut préciser que les séries dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous, des séries catastrophes. C'est pas une catégorie qui est particulièrement bien définie, mais on se base sur la catégorie cinématographique des films catastrophes, comme par exemple Le Jour d'après ou Deep Impact, qu'on va séparer des séries vraiment post-apocalyptiques ou des séries de science-fiction. Ou des séries dystopiques. Voilà, comme Battlestar Galactica ou The 100, qui montrent aussi une fin du monde, mais qui rentrent vraiment tout de suite dans de la science-fiction, alors que par exemple Years and Years ou L'Effondrement
vraiment, c'est ancré dans notre réalité à nous. C'est-à-dire que quand la série commence, ou même la guerre des mondes, c'est notre monde qu'on reconnaît bien. Et c'est ça qui est fascinant dans ces séries, en fait, c'est qu'on voit comment notre monde actuel peut basculer. Et en fait, c'est ça qui distingue les séries catastrophes des séries post-apocalyptiques ou dystopiques. C'est que... En tout cas, c'est comme ça que nous, on les distingue, quoi. Voilà, c'est notre distinction. Mais enfin, c'est un truc qu'on voit un peu si vous regardez The Handmaid's Tale, où la réalité dystopique dans laquelle se déroule l'action, alors ça, c'est un truc, c'est dystopique, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la période où elle est dans notre réalité et tout s'écroule. Ouais. Et donc ça, c'est plus catastrophe. En gros, les séries post-apocalyptiques, elles se focalisent généralement sur l'après, parfois bien longtemps après, genre 100 ans après l'effondrement de la société, alors que les séries qu'on appelle catastrophes, elles parlent du pendant. Et en fait, ce qui est intéressant dans un film ou une série post-apocalyptique, c'est que généralement, il y a déjà un nouveau statu quo qui est installé, il y a un nouveau gouvernement qui est en place, ou il y a un système que tout le monde a fini par accepter, en fait, ou quasiment tout le monde, alors que les séries catastrophes dont on voulait parler aujourd'hui, les gens n'ont pas encore accepté et ils n'ont même pas compris ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est intéressant, c'est que généralement, ça représente des situations de panique assez flippantes, mais assez réalistes par rapport à ce que nous, on vivrait sans doute si la société s'effondrait et que... Fun. Voilà, qu'on était complètement en panique. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi? C'est à cause des pénuries, c'est quoi? Qu'est-ce qui se J'ai passe? pas les détails, mais c'est tout le système qui risque de se casser la gueule. La seule loi ici, c'est la loi du marché. C'est maintenant. Après, ça sera trop tard. C'est la merde. L'eau a commencé à s'évaporer. Il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus d'essence, on pourra même pas communiquer. C'est aujourd'hui, je le sens. C'est plus grave que ce qu'ils racontent à la télé. Tout s'arrête un jour. Donc vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce de L'Effondrement, qui est une série française diffusée sur Canal+ et sur YouTube actuellement. C'est une série qui est co-créée, écrite et réalisée par Guillaume Desjardins, Bastien Huguetto et Jérémy Bernard. Et ce qui est fascinant avec cette série, c'est qu'elle montre vraiment ce qu'on disait, le chaos de la situation, vraiment au moment où ça bascule. Oui, c'est-à-dire que chaque épisode est focalisé sur un endroit et un moment. Par exemple, le deuxième épisode, c'est dans une station-service. Le premier, c'est dans un supermarché. C'est le lendemain de l'effondrement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ensuite, le deuxième épisode, c'est quelques jours plus tard dans une station-service. Il y en a un autre qui va être à une centrale nucléaire, un autre sur une île, un autre dans une maison de retraite. Et c'est pour montrer un peu tous les scénarios au fil des jours, des semaines et des mois, tout l'impact de cet effondrement. Et le dernier épisode, c'est sur avant l'effondrement. Ça nous fait revenir en arrière et ça montre un peu, mais sans vraiment expliquer ce qui s'est passé, mais ça montre une émission de télé où quelqu'un vient alerter, c'est ce que vous avez entendu dans la bande-annonce, vient alerter de l'effondrement qui va sans doute se produire, mais on refuse de l'écouter. Et cette série, bon, elle est extrêmement anxiogène. Très anxiogène. On a toutes les deux fait des grosses crises de panique en la regardant. Surtout en la regardant en ce moment. Mais non, mais c'est vraiment très malin la manière dont c'est foutu. On a eu la chance de discuter avec deux des co-créateurs de la série, Guillaume Desjardins et Jérémy Bernard, qui nous ont expliqué entre autres pourquoi ils avaient décidé de s'attaquer à ce sujet et pourquoi ils ont choisi de montrer pas l'avant, pas l'après, mais vraiment le pendant. En fait, je crois que ce qui nous intéressait vraiment dans la thématique de l'effondrement, c'était le moment où tout se casse la gueule, parce que c'est beaucoup plus révélateur pour montrer justement la perte de repères qu'on va avoir, et du coup souligner notre dépendance à l'énergie fossile, à un système qui tourne bien, mais jusqu'au jour où il tournera plus bien. Il y a peu de fictions qui font le pendant, même au final les films, que ce soit des trucs de zombies ou autres, il y a peu de pendant, il y a beaucoup d'après. Enfin, on a tous des images de Mad Max, de trucs comme ça, et je crois que d'ailleurs c'est un peu la force de Walking Dead, c'est de faire le pendant, comment les gens y bougent. Du coup, nous, il y avait juste des situations et des endroits et des thèmes dont on avait envie de parler. Typiquement, notre dépendance aux énergies fossiles, le nucléaire, ce qu'on va faire de nos personnes âgées, de nos malades. Et en fait, on a juste pris ces situations ou ces lieux très emblématiques et on a raconté l'histoire qui pourrait être une histoire assez... Enfin, il y a des trucs qui ont assez vite découlé, quoi. Par exemple, la station-service, on a ces gens il y a plus de monnaie, il y a des gens qui veulent de l'essence. On est en plein pendant un effondrement et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on s'est dit, des gens qui seront prêts à tout, des autres qui vont protéger leur famille. Ça nous paraissait assez naturel au final. Et forcément, vu l'actualité du moment, on était obligés. On leur a demandé s'il était possible de faire des parallèles entre la crise du coronavirus et ce qu'on voit dans leur série. Il y a des gens qui nous le font sur YouTube ou Twitter, c'est rigolo.
Ils nous taguent avec des images de supermarchés qui sont complètement vides. Mais on a loupé le sujet du virus dans notre série. Ça pourrait être une des causes d'un effondrement. Après, j'ai l'impression, enfin moi qui regarde très peu les médias, j'ai l'impression qu'il y a une parano qui est hyper bien construite par les médias. Mais oui, c'est drôle, quand on a eu l'idée de la série, on a eu la chance de pouvoir avoir un déjeuner avec Jacques Blamont, qui est le fondateur du programme spatial français, qui a aujourd'hui plus de 94 ans, je crois, et qui avait écrit des livres il y a longtemps, qui s'appellent Introduction au siècle des menaces, mais aussi Proposition pour un futur de l'humanité, je crois. Et on lui avait posé la question, c'était nos recherches au début, avant d'écrire, d'essayer de trouver la cause. Et on a compris qu'en fait, il n'y avait pas qu'une cause possible, c'était tellement multiple et tout était interconnecté que du coup, c'était un peu une fausse piste d'essayer de trouver la cause de l'effondrement. Ce qui nous intéressait plus, nous, c'était de faire vivre aux spectateurs un effondrement. Et dans ces scénarios, dans ces causes possibles, il y avait, oui, la maladie. Mais encore pire que ça, il y avait la guerre bactériologique, quoi. Il était très conscient des tensions géopolitiques que, en fait, la raréfaction des ressources va nous amener, et donc des possibles guerres, ou même des attentats terroristes sur des centrales nucléaires, ou des choses très très noires. Et surtout, on n'est pas du tout... enfin, là, ça peut venir d'un virus, ça peut venir d'un problème économique, ça peut venir d'une catastrophe naturelle. Enfin, on a vraiment... ça peut venir de tellement d'endroits, et du coup, même... ça aurait été réducteur, finalement, ouais, de choisir une cause. Et on n'aurait pas été bon, et ça, vraiment, ça nous intéressait pas. C'était plutôt de dire, l'effondrement va arriver, parce qu'on vit dans une société... à flux tendu, qui est incapable de résilience, et le moindre petit truc qui va arriver va tout faire péter et va provoquer un ou des effondrements. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que, en gros, ils ont vraiment choisi de ne pas montrer ce qui se passe. Et comme on le disait, même dans l'épisode qui revient en arrière, on ne sait toujours pas ce qui a vraiment provoqué cet effondrement parce que pour eux, c'était pas vraiment ça le sujet de la série. Ce qui est intéressant, c'est que il y a d'autres séries qui ont choisi un peu de s'y attaquer, comme Years and Years, qui est aussi une série Canal+, créée par Russell T Davies. Donc c'est une série britannique. Et alors eux, ils montrent tout un système qui s'effondre, donc à la fois économique, sur plusieurs années. Voilà, écologique, politique. Et donc eux, en fait, ils ont choisi de montrer toutes les raisons de l'effondrement. En fait, j'ai noté quand même, en regardant la série, toutes les catastrophes qui se déroulent pendant la série. C'est une famille en particulier qui est touchée, mais c'est toute une société, mais c'est vu à travers une famille. Donc il y a quand même de l'extrémisme, du populisme, une crise migratoire, un accident nucléaire, une crise bancaire ou des crises bancaires, des désastres naturels, des bombes radiologiques, des camps de concentration, des génocides, de la violence contre la presse, une épidémie, la grippe du singe, donc ils l'ont faite aussi. Tout ça, voilà, et gros on programme. se dit, voilà, gros programme. En fait, personnellement, j'ai trouvé que Years and Years manquait beaucoup de subtilité. Et je pense que c'est peut-être le piège d'avoir voulu montrer véritablement ce qui se passe à chaque niveau de la société. C'est hyper compliqué de le faire avec nuance et avec précision, puisque on ne sait pas exactement ce qui va provoquer un effondrement de ce type. Et donc eux, ils ont essayé, mais ça paraît hyper gros. En fait, on dirait un bingo de la catastrophe et on dirait un peu un exposé de tous les trucs qui peuvent se passer, quoi. Et d'ailleurs, il y a un moment je crois que c'est le dernier épisode, où la grand-mère fait un espèce de monologue où elle dit devant toute la famille. Et alors là, on a l'impression que c'est le monologue des créateurs de la série qui nous explique. Ouais, c'est le manifeste de la série, quoi. Et du coup, elle nous dit, on est responsable, c'est notre faute, c'est de votre faute, de la faute de tous les de tous les êtres humains qui vivent sur cette planète. Et elle prend l'exemple du fait que quand d'un coup on avait des caisses automatiques au supermarché qui ont remplacé les caissières, ça nous a saoulés, mais on n'a rien dit. Et donc c'est un espèce de message, et on a l'impression un peu d'avoir aux États-Unis, ils ont des after school specials où ils ont des cours après l'école où on leur explique un vrai problème, c'est ça, et puis c'est un peu didactique. Et cette série, c'est vraiment ça, où on nous donne toutes les raisons de la catastrophe, tout ce qui peut se passer, et il faut qu'on intervienne, quoi. Donc c'est un peu ça le message de Years and Years, mais c'est fait de façon avec des énormes sabots et sans aucune subtilité. Ouais, et puis sans aucune causalité, parce que par exemple, il y a un moment où j'étais vraiment morte de rire, où souvent à chaque épisode, ils montrent un montage de l'actualité, puisque chaque épisode fait un bond dans le temps, donc c'est très ambitieux, ça va très vite et ça va sur des années. Et à chaque fois, il y a un montage de l'actualité avec des petites coupures, des chaînes d'infos
qui montre ce qui est en train de se passer dans le monde à l'heure actuelle. Et il y a aucun lien entre tous les trucs qui se déroulent et on comprend pas pourquoi. Par exemple, à un moment, il montre qu'aux États-Unis, Roe versus Wade, donc la décision qui a sur l'avortement, sur l'avortement, a été annulée. Et ensuite, il montre un autre truc qui est une épidémie et ça n'a aucun rapport. Et en fait, on comprend pas du coup quels sont les changements sociétaux. Non, mais c'est toutes les merdes en fait qui peuvent. Voilà, mais le problème, c'est que c'est un peu ce que disaient Jérémy Bernard et Guillaume Desjardins dans l'interview, c'est que c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment on va réagir et comment le gouvernement devrait s'adapter à ce genre de problème. Et là, on nous montre juste plein de catastrophes, mais sans nous expliquer pourquoi ni comment on peut les résoudre. Mm-hmm. Et puis, quelle que soit la cause, en fait, ce qui revient le plus souvent dans ces séries, c'est la question de l'individualisme. C'est est-ce qu'il faut aider les autres ou pas? Par exemple, dans Years and Years, c'est quand même des énormes connards. Ouais, je sais pas si c'était voulu, hein, mais oui. Ouais, ils sont assez antipathiques. Et ça, c'est vraiment une question qui revient tout le temps. C'est un peu comment la nature humaine va se révéler ou pas si on se retrouve dans une situation où on n'a plus besoin d'être... Où il y a plus de statu quo et on doit d'un coup... c'est une situation de survie. Donc, ça révèle vachement de la nature humaine et du fait... Un peu comme quand il y a la grève dans le métro et que tu choisis tout de suite si t'es dans le camp des gentils ou des méchants. Quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment où quand il y a la guerre, quoi. On se demande toujours ce qu'on ferait dans une situation comme ça, si on serait généreux ou si on serait individualiste. Tu serais comment toi, Marie? Honnêtement, j'ai envie de dire que je serais hyper généreuse, mais je sais pas. Je pense que je sais pas si mon instinct de survie prendrait le dessus et je serais une grosse connasse. Je peux pas te dire, en fait. Je sais pas, mais c'est justement ça qui est fascinant, c'est que ces séries, elles abordent ce sujet et l'effondrement le fait avec des personnages aussi. Ce qui est assez intéressant dans l'effondrement, c'est par exemple l'épisode de la station essence. On voit en même temps le pire de la nature humaine où il y a une exploitation en fait des ressources. Pour resituer l'épisode, c'est à une station essence où il y a plein de gens qui sont en train d'attendre pour essayer d'acheter de l'essence, mais il y en a plus, il y en a très peu, et donc là ça commence à dégénérer en émeute. Oui, et puis il y a plus de moyens de paiement, donc il y a un échange de denrées pour avoir du carburant et c'est horrible parce qu'on se dit ils exploitent les gens et tout ça, les propriétaires de la station essence, mais en même temps on a leur point de vue aussi et on comprend que c'est leur seule monnaie de change et qu'ils ont une famille aussi. Et il y a énormément d'empathie et en même temps c'est le pire et en même temps pas le meilleur, mais on a vraiment beaucoup d'empathie pour ces personnages et on comprend d'où ils viennent et c'est ça qui est intéressant, c'est dans des situations comme ça. Il y a un effort de nuance en fait dans la série et d'ailleurs on va les entendre puisqu'on leur a aussi posé la question de l'individualisme, on va écouter ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. Justement, nous, on voulait pas aller dans ce que je disais tout à l'heure, le côté Mad Max où on s'imagine post-apo, on dit effondrement, tout le monde s'imagine des gens qui vont se tirer la bourre, s'éclater la gueule, etc. Et on s'est posé la question au fur et à mesure des épisodes. Et d'ailleurs, on se rend compte que, dans nos épisodes, les 4 premiers sont assez costauds, les 3 premiers plutôt, d'égoïsme. Et après, petit à petit, on a rajouté les autres, les derniers, sont beaucoup plus empreints d'empathie et puis de solidarité. En vrai, c'est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires, c'est soit on est trop bisounours, soit on est trop violent. Ouais. Il y a des gens qui pensent que ça va se passer beaucoup plus durement et les autres qui pensent que non, si on s'entraide tous, c'est assez rigolo. Et nous, on pense quand même qu'on a été très sympa. Bon, au final, il y a peu de violence dans notre effondrement. C'est le questionnement qu'on a essayé de poser aussi à travers l'histoire qu'on a écrit. En effet, c'est le chacun pour soi versus l'entraide. Et entre autres influencé par les travaux de Pablo Servigne avec son livre L'autre loi de la jungle, on avait comme intention de justement ne pas peindre une humanité qui est seulement dans la compétition, mais d'essayer de mettre en valeur que l'entraide était plus bénéfique que la compétition. Et je pense que l'épisode le plus emblématique de ça, c'est le hameau. En fait, on avait besoin, quelque part, en tout cas à l'écriture, pour parler d'entraide, de parler de son opposé, qui est le chacun pour soi. En fait, cette question de l'individualisme versus la générosité, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans The Walking Dead, par exemple, qui se rapproche de la série post-apocalyptique, puisque ça se déroule juste après une apocalypse zombie. Oui, mais les thèmes de survie et de comment on agit en période de survie sont les mêmes. Et surtout, cette série, c'est vraiment son thème principal et c'est la série qui incarne le plus ce thème, c'est-à-dire que dans The Walking Dead, il y a énormément de saisons, je les ai toutes vues, j'en ai marre. Parce que c'est toujours la même chose en fait, c'est-à-dire qu'ils rencontrent un groupe de personnes, ils se demandent s'ils peuvent leur faire confiance ou pas, au début ils leur font pas confiance, ensuite ils leur font confiance et ensuite ils se rendent compte qu'ils auraient pas dû leur faire confiance parce qu'ils se font trahir et ils se font tuer et ensuite ils les tuent en échange. Tu me donnes pas du tout envie de voir la série. Et après ils partent ailleurs et ils rencontrent un autre groupe de personnes et ils refont exactement la même chose et à chaque fois les gens qu'ils rencontrent ils se font appeler le gouverneur et ils ont un bandeau
bandeau de pirates et ils se disent est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas, mais j'ai envie de dire le mec s'il a un bandeau de pirates tu lui fais pas confiance déjà de base. Donc voilà, c'est toujours, il rencontre des gens hyper chelous qui s'appellent Alpha, ou enfin toujours des trucs où tu te dis je sais pas pourquoi tu veux confier ta vie à cette personne qui a clairement des gros soucis de santé mentale. Bref, tout ça pour dire que l'individualisme c'est une question très présente dans ces séries. Il y a aussi Fear the Walking Dead qui est un prequel de The Walking Dead, et donc eux ils ont essayé vraiment de montrer ce pendant dont on parlait, puisque ça démarre beaucoup plus tôt au niveau de l'apocalypse zombie. Et honnêtement, j'ai arrêté de regarder beaucoup plus rapidement parce que ça montre à quel point c'est difficile de décrire ce genre de situation sans que ça devienne répétitif ou assez fatigant pour le spectateur, parce que c'est juste un chaos total. Personne comprend ce qui se passe, alors que toi, en tant que spectateur, tu sais déjà ce qui va se passer puisque tu sais qu'il y a une apocalypse zombie. Donc c'est assez frustrant et narrativement, c'est pas toujours très facile de faire ça. Donc ça montre que ce que réussit l'effondrement, par exemple, c'est vraiment pas facile. Ce qui est compliqué aussi dans ces séries, c'est de créer de la sympathie pour des personnages qui sont pas toujours sympathiques, mais qui sont dans une situation de survie, donc en même temps, on peut s'identifier à eux. Mais par exemple, dans Years and Years, c'est un peu le problème où on a une famille, comme tu disais, qui est assez antipathique. En plus, c'est une famille de blancs privilégiés où, par exemple, dans Years and Years, il n'y a jamais la question de la diversité, quoi. Enfin, on ne se demande jamais. On a un épuisement des ressources, on a des catastrophes politiques, un discours ultra extrémiste et populiste, et on ne voit pas l'impact que ça a sur des minorités, alors que les minorités, en règle générale, sont les premières concernées. Oui, c'est les premières impactées par un régime autoritaire, quoi. Voilà, le seul qui représente ça un peu, c'est celui qui est immigré, qui vient d'Ukraine, et qui est immigré pour des raisons d'orientation sexuelle. Et par exemple, il y a plusieurs personnes de couleur dans la famille, mais on ne voit jamais leur perception de ce qui se passe politiquement, on ne voit jamais comment ça les affecte. Oui, par exemple, la série ne se préoccupe jamais de la question des femmes et comment, à part cet extrait un peu ridicule dont je parlais, où il parle de Roe versus Wade aux États-Unis, mais c'est vraiment, ça dure 5 secondes. Voilà. Et la série ne se préoccupe jamais de est-ce que les femmes vont voir leurs droits être restreints après justement ce changement de régime politique. Et comme tu disais, le personnage du migrant, il est ukrainien, et il y a un épisode qui est honnêtement assez fort, assez puissant, où il est bloqué en France et il doit prendre un canot pour rejoindre le Royaume-Uni, donc comme beaucoup de migrants le font. Donc ça montre une situation qui est réelle et qui est véritablement atroce, mais en fait on la montre du point de vue de deux personnages blancs, donc lui et son petit ami qui est anglais en plus. Voilà, qui est anglais et qui veut pas abîmer ses chaussures en cuir quand il monte dans le canot. Enfin, donc c'est vraiment une perspective hyper particulière et hyper minoritaire d'un problème qui en fait touche majoritairement des personnes de couleur qui sont beaucoup plus minorisées que les personnages principaux de cette série. Et c'est assez frappant de voir que ils ont réfléchi à tout ce qui pouvait leur arriver, de la catastrophe nucléaire à la pandémie, à tout ça, mais par contre, ils n'ont pas du tout réfléchi à comment ça allait impacter différents types de populations. Oui, surtout les populations les plus impactées en règle générale, quoi. Ouais. Et dans l'effondrement, la question des différents types de populations, elle est abordée. Alors, il n'y a pas aussi trop de questionnements sur le statut des femmes, par exemple, mais c'est sur une temporalité beaucoup plus courte que Years and Years, puisque ça se déroule pas sur des années et des années, et ça parle pas trop de régime politique. Mais par contre, ils ont choisi d'introduire plusieurs personnages, notamment dans 2 épisodes différents, des personnages d'ultra riches qui ont une espèce de carte et de sacoche magique qui leur permet d'être extraits de là où ils sont et de pouvoir rejoindre une île pour les hyper privilégiés. En cas de catastrophe. Voilà. Et donc, il y a un premier épisode où c'est un mec qui essaye de se rendre sur un aérodrome pour prendre l'avion, le jet privé qui va pouvoir l'emmener lui permettre de s'enfuir, voilà, et de l'amener vers l'île. Et il y en a un autre où c'est une meuf qui est sur un voilier. Et donc, on sait pas au début qu'elle appartient à cette catégorie et on le comprend à la fin où elle brandit sa carte aussi et qu'elle aussi, elle essaye de rejoindre, elle, par ses propres moyens, l'île des super riches. Et on a demandé à Jérémy Bernard et Guillaume Desjardins pourquoi ils avaient voulu intégrer ces personnages et pas se focaliser uniquement sur des personnes moins privilégiées. Bon, on voulait montrer un spectre de personnages, ça nous intéressait de montrer justement différents milieux sociaux, et de les confronter même dans certains épisodes, et de montrer qu'en fait ça touchera tout le monde, mais qu'en effet certains qui ont les moyens se sont préparés, et c'est des informations qu'on a pu lire dans les journaux et même des rencontres qu'on a pu faire de gens qui ont pu témoigner sur en effet des ultra riches qui se préparent finalement. On peut avoir des personnes peut-être un peu moins privilégiées qui, s'ils ont l'occasion aujourd'hui, sont déjà en train de s'acheter des maisons secondaires, des choses comme ça en province pour un peu dans un délire survivaliste finalement, à penser à soi avant tout et à s'en sortir. Mais finalement, oui, les plus survivalistes sont ceux qui ont les moyens de se le permettre, et peut-être la mentalité aussi de se sauver soi-même avant les autres, quoi. Finalement, on raconte à travers la série l'effondrement d'occidentaux.
parce que à travers le monde, l'effondrement a déjà lieu. Et oui, ça nous intéressait finalement de parler de nous, privilégiés de l'Occident, qui sommes dans un confort qu'on est incapable de remettre en question et surtout qui épuise le monde. Oui, en gros, il parlait de la Syrie ou de la Turquie où en fait, l'effondrement de la société, il a déjà un peu eu lieu et nous, on s'inquiète de l'effondrement de notre société, mais si on regarde à travers le monde, c'est oui, on déjà a une vision assez mal barré. très privilégiée et très occidentale des menaces en fait et de l'effondrement. Donc Voilà. Mais après, ce qui est très intéressant dans la conversation que j'ai eue avec eux, c'est qu'au final, ils disaient le seul plan, c'est d'être riche et d'avoir un avion pour s'en sortir, sinon on est vraiment dans la merde. Donc voilà, avis aux gens qui nous écoutent, essayez de récupérer un avion ou un voilier. À mon avis, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et de l'argent. Ouais, voilà, et de l'argent. Tout ça, c'est des catastrophes imaginées qui pourraient se passer, mais en fait, il y a eu des catastrophes bien réelles. Et il y a une série qui s'y est intéressée l'année dernière, en 2019. C'est Tchernobyl, la série d'HBO qui s'intéresse donc à la catastrophe de Tchernobyl et qui dresse un portrait extrêmement anxiogène, mais très puissant de ce qui s'est passé à Tchernobyl pendant les heures et puis les semaines, puis les mois qui ont suivi la catastrophe. Et on voit vraiment les dysfonctionnements du système, surtout d'un système et d'un régime totalitaire, avec une circulation de l'information très limitée et très contrôlée. Et on voit vraiment l'impact de la bureaucratie sur une catastrophe, l'impact du gouvernement sur une catastrophe et de la politique sur une catastrophe. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Tchernobyl, c'est que à l'époque, il y a eu énormément de zones d'ombre sur ce qui s'était véritablement passé. Et donc là, en regardant la série, on apprend beaucoup sur ce qui s'est vraiment passé. C'est une série qui est extrêmement documentée. C'est Craig Mazin, le créateur et le scénariste, qui a lu énormément de témoignages et de bouquins sur la question pour se renseigner. Et c'est très pédagogue. En fait, ils ont choisi plusieurs personnages qui sont des composites de un peu toutes les personnes qui se sont battues pour améliorer la situation à l'époque. Et donc, notamment des personnages de scientifiques qui font, en fait, souvent dans la série des sortes d'exposés, notamment dans le final qui se passe lors du procès, où en fait il explique de manière très simple, très pédagogique ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu un problème dans le réacteur. Et c'est juste brillant. On pourrait penser que c'est chiant, mais en fait c'est super intéressant de comprendre enfin tout ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait sur les questions de solidarité, sur les questions d'individualisme. En fait, on le retrouve là, mais sur des vraies histoires où on voit des gens se sacrifier en sachant qu'ils vont directement à leur mort, pour limiter la catastrophe et pour endiguer le plus possible les dégâts, quoi. Ouais. Et on voit aussi des gens qui sont plus individualistes, égoïstes et qui voilà, pensent... par exemple une femme qui est enceinte et dont le mari était pompier et il est contaminé, donc elle a pas le droit de lui rendre visite et elle y va quand même parce qu'elle veut voir son mari et en fait elle se met en danger et puis elle répand en fait la contamination parce que elle a choisi de pas écouter les recommandations de santé. On voit aussi l'égoïsme des bureaucrates qui veulent, enfin, qui sont complètement qui sont complètement obtus et qui veulent complètement taire ce qui se passe, quoi. Parce qu'elle, la pauvre, enfin, juste voir son mari, moi, ça m'a fait de la peine parce que je comprends, mais. Oui, mais bon, t'as envie de lui dire, écoute les recommandations. Enfin, tu vois, elle a un enfant aussi. Oui, mais je pense que ce qui est intéressant dans la série aussi et ce qui est très anxiogène, c'est qu'on sait, nous, ce qui se passe. Enfin, on sait l'ampleur des dégâts parce qu'on est des décennies plus tard et on sait ce qui s'est passé. Eux le savent pas, en fait. Et les premières heures où on voit la catastrophe et ils y vont comme s'ils disaient, oh, c'est un petit incendie. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est hyper flippant. Donc, c'est très bien fait comme série. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'il me semble que pour Tchernobyl, il y a toujours pas de chiffre officiel du nombre de victimes parce que ça a été tellement tué à l'époque que il y a des estimations, mais on ne sait pas combien de victimes ça a fait. Et donc, la série vraiment vient rétablir en quelque sorte la réalité sur ce qui s'est passé et vient aussi servir de fable et d'alerte pour ce qui pourrait nous arriver parce que en vrai oui, une catastrophe nucléaire ça peut se reproduire, évidemment. Donc et c'est pas du tout un hasard que la série soit sortie à ce moment-là et qu'il y ait eu toutes ces séries dont on parle là qui soient sorties au même moment. C'est que il y a des angoisses extrêmement élevées en ce moment sur ce qui pourrait nous arriver et Tchernobyl c'est peut-être la plus flippante de toutes, en fait, parce qu'elle nous montre à quel point on n'est pas du tout prêt si un tel événement se reproduit. Oui, parce que c'est ancré dans la réalité. Et d'ailleurs, si un tel événement se reproduit, ou se produit, s'il y a eu un effondrement, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces séries ? Moi, ce que j'ai appris, c'est que déjà, il faut que j'apprenne à faire du voilier tout de suite, parce que sinon, je suis vraiment dans la merde.
En fait, qu'est-ce qu'on apprend dans ces séries? C'est que déjà, il faut toujours faire le plein, très en avance, avoir des provisions, savoir se servir de ses mains, savoir jardiner, savoir faire quelque chose d'utile à la société, parce que c'est cool de savoir taper sur son ordi, mais le jour où il n'y a plus de technologie. Ouais, honnêtement, moi, quand j'ai commencé à me dire... Il y a un épisode dans l'effondrement où ils arrivent dans une communauté, on leur demande « Tu faisais quoi avant ?» Et le mec, il travaille dans le marketing, et j'étais « Putain, si on me demande aussi, c'est horrible, je sais rien faire. » Toi, t'es la première exécutée, quoi. Ouais, c'est ça. Une journaliste, toi, ok, dégage. Non, mais voilà, en fait, si on se met dans un état d'esprit survivaliste, il faut juste se dire qu'il faudra être utile et qu'il faudra... être efficace, quoi. Il faudra tout de suite savoir exactement ce que tu veux faire. On a une amie qui, par exemple, elle a déjà décidé tout son plan en cas d'apocalypse zombie. Elle va voler une moto et ensuite elle va partir en Corrèze. Elle va nous en vouloir de dévoiler ça parce que tout le monde va lui piquer son plan qui est déjà très bancal. En Corrèze, ouais, c'est clair. Non, mais voilà, savoir se battre. Oui, alors ça, j'ai regardé plein de séries où des gens se battent. Alors je pense que je maîtrise. Et puis être sympa, mais quand même être individualiste, parce que si on se base, par exemple, sur The Walking Dead... Tu viens de me décrire, littéralement. Les gens sympas finissent toujours par mourir. Et les gens qui font du marketing. Donc vraiment, changer de carrière et puis soyez un peu moins sympa. Et puis surtout, je pense que le plus inquiétant, et c'est ce qu'on voit bien dans ces séries, c'est que ce qu'il nous faudrait vraiment, au final, c'est pas forcément des provisions, c'est avoir un système en place qui soit solide et qui sache comment réagir en cas de crise. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que quand on bascule vers des régimes un peu plus autoritaires et un peu plus bancaux, là, s'il y a un problème, on est vraiment dans la merde. Et oui. Sur cette note très joyeuse. Voilà, Stéphane, on est content. Pour finir, Marie, si tu devais emporter une seule série avec toi pendant l'apocalypse, ce serait laquelle? Alors, j'y ai beaucoup pensé, et pour plusieurs raisons, c'est Buffy. Sans blague. C'est ça. Je suis extrêmement surprise. Le truc pas du tout surprise, mais attends. Déjà, parce qu'il y a un aspect nostalgique où si pendant l'apocalypse, je peux déjà, je sais pas où je la regarderai, mais on va dire que j'ai une télé et tout ça. Mais ça me rappellera des bons souvenirs, quoi. De toute façon, on la connaît par cœur, donc on pourrait juste rejouer des scènes de Buffy. C'est vrai. Mais c'est aussi un manuel de survie, parce que tu peux apprendre à te battre à travers Buffy. Il y a des vraies leçons à ce niveau-là. Et puis, cette saison, ça dure sur le long cours, donc tu t'ennuies un peu moins. Et je l'ai vue plein de fois et je me lasse toujours pas. Donc je sais que je pourrais la revoir encore des dizaines de fois et je me lasserai pas. Oui, il y a 144 épisodes, il me semble, donc c'est bien, tu peux tenir longtemps. Voilà. Pour la quarantaine, c'est pas mal aussi. Et toi? Buffy. Évidemment. Pour toutes les raisons susmentionnées. Très bien, voilà. On va partir ensemble, en fait, en quarantaine. C'est ça notre plan. Vous allez voir deux bouffonnes qui savent rien faire de leurs mains et qui se baladent avec un pieu. On va prendre des pieux. Pour essayer de se défendre. On va tenir, à mon avis, 5 heures dans l'apocalypse. Ce sera parle pour toi, C'était PIC TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Merci à Jérémy Bernard et Guillaume Desjardins d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictvnewsletter@gmail.com pour nous raconter votre vie ou pour nous dire quel est votre plan en cas d'apocalypse. Ça nous intéresse. À plus! Peut-être.